Ravi de vous retrouver sur Arte pour un nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on commence par prendre la direction de l'Irlande du Nord. Nous sommes en septembre 2022 et la reine Elisabeth d'Angleterre vient de mourir. Des fleurs ont été déposées à Belfast devant une fresque qui la représente en attendant la visite du futur roi Charles III. Sauf que dans la capitale nord-irlandaise, historiquement divisée entre partisans de la couronne britannique et à l'inverse des républicains farouches, l'héritier de la couronne d'Angleterre n'est pas forcément le bienvenu et les quartiers catholiques de Belfast ont même fêté la mort de la reine par des feux d'artifice. Constitué de différents territoires, le Royaume-Uni est régulièrement traversé par différentes lignes de fracture, monarchie ou république, Brexit ou Union européenne, des fractures que nous avons voulu explorer. Sortons nos cartes. Dans le langage courant, on utilise indifféremment les termes Royaume-Uni, Angleterre ou Grande-Bretagne. Mais en fait, chacun d'entre eux revêt une réalité géographique précise. Cet ensemble constitue ce que l'on appelle les îles britanniques. La Grande-Bretagne, c'est uniquement l'île principale de ces îles. Le Royaume-Uni, c'est la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Et enfin, l'Angleterre n'en est qu'une partie. Le Royaume-Uni est donc une construction géopolitique particulière. C'est un État multination composé de 4 entités, l'Angleterre donc, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. C'est aussi un pays insulaire, entouré par l'océan Atlantique, la mer du Nord, la Manche, mais aussi la mer Celtique au sud-ouest et la mer d'Irlande entre les deux îles. Sa superficie totale est de 246 690 km² et en 2020, sa population est estimée à plus de 67 millions d'habitants. C'est une monarchie constitutionnelle dont le roi est Charles III. La composition du drapeau national à présent, on l'appelle l'Union Jack et il reprend la composition progressive du Royaume-Uni. En effet, la construction du royaume est une longue histoire de conquêtes militaires, d'unions politiques et de vagues de colonisation, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Guillaume le Conquérant et ses successeurs unifient l'Angleterre en créant les fondements administratifs d'un véritable État. 1283, Édouard Ier d'Angleterre achève la conquête du Pays de Galles et à partir de 1535 sous le règne d'Henri VIII, le Pays de Galles est progressivement soumis aux mêmes lois que le territoire anglais. 1707, c'est l'acte d'union entre Anglais et Écossais, ainsi que la naissance du drapeau officiel qui combine le drapeau anglais et le drapeau écossais. Au moment de l'acte d'union de 1801 avec l'Irlande, et donc de la création du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, est ajoutée la fameuse croix de Saint-Patrick. Seul le drapeau gallois, le dragon rouge, n'apparaît pas sur le drapeau britannique, car le Pays de Galles a été rattaché par conquête et non sous la forme d'une union officielle. Ainsi, le Royaume-Uni est différent du modèle État-nation qui prévaut sur le continent européen. Les Écossais et les Gallois se définissent d'abord à travers leur identité spécifique avant leur identité britannique. Et en Irlande du Nord, une partie de la population, essentiellement catholique, se réclame de la nation irlandaise. Ces nations constitutives, selon le terme officiel, bénéficient d'une autonomie croissante depuis la fin des années 1990. C'est le processus de dévolution lancé par Tony Blair. D'importantes compétences sont dévolues aux assemblées d'Écosse, d'Irlande du Nord et du Pays de Galles. Elles peuvent légiférer sur des problématiques régionales telles que les transports, la santé ou encore l'éducation. La politique étrangère ou la défense demeurent les principales compétences du gouvernement du Royaume-Uni et sont traitées à Londres au Parlement de Westminster. Malgré tout, cet État à 4 nations est particulièrement déséquilibré. En effet, c'est l'Angleterre qui prédomine dans tous les domaines. Tout d'abord parce qu'elle regroupe plus de 84% de la population totale. Ensuite parce qu'économiquement, l'Angleterre contribue à 86% au PIB britannique. Et enfin politiquement, puisque les députés anglais représentent 82% des parlementaires élus à la Chambre des communes. Et cette très large domination de l'Angleterre, elle a pu et peut encore engendrer certains ressentiments en Écosse, au Pays de Galles ou en Irlande du Nord. Ces nations britanniques ont longtemps été cimentées par des valeurs partagées telles que la couronne, la religion protestante ou l'idée d'un destin commun. Or, cette unité, elle est davantage contestée qu'auparavant et c'est ce qu'on va voir maintenant.
Le référendum sur le Brexit de juin 2016 a clairement révélé que les clivages internes hérités des précédentes décennies existaient toujours. Le Leave l'a emporté à presque 52% au niveau britannique. Cette victoire s'est traduite par 52,5% au Pays de Galles et 53% en Angleterre. A l'inverse, les Écossais ont voté, eux, à 62% pour le Remain, rester dans l'Europe, et en Irlande du Nord, le vote a été de près de 56% pour le maintien dans l'Union. Alors voyons en détail ce qui concerne ces deux nations, l'Écosse et l'Irlande du Nord. L'Écosse tout d'abord. En 2014, un référendum sur l'indépendance se conclut par une victoire du non à plus de 55%. Les presque 45% de oui ont alors beaucoup surpris, bien au-dessus de ce qui était prévu. Ainsi, en 2022, après le Brexit, le gouvernement de Nicola Sturgeon, alors Premier ministre, publie une série de documents Building a New Scotland, proposant une vision d'une Écosse indépendante et annonce l'organisation d'un nouveau référendum. Sauf que la Cour suprême du Royaume-Uni juge que le Parlement écossais n'a pas le pouvoir de légiférer sur l'organisation d'un tel scrutin. Nicola Sturgeon puis ses successeurs considèrent alors que les élections générales de juillet 2024 seront de facto un référendum. Mais le parti ayant reculé de 48 à 9 sièges sur les 57 réservés à l'Écosse, les négociations pour l'indépendance semblent pour le moment compromises. En Irlande du Nord, à présent, les affrontements des années 1960 et 1970 sont officiellement terminés depuis 1998 et la signature de l'accord dit du Vendredi Saint. Toutefois, les clivages intercommunautaires restent extrêmement marqués. Les catholiques républicains ne vivent pas dans les mêmes quartiers que les protestants loyalistes, qui sont ceux qui veulent rester dans le Royaume-Uni. On retrouve ce même clivage lors du référendum sur le Brexit. Un Brexit qu'il a fallu ensuite appliquer en Irlande avec le problème épineux de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. En 2020, le protocole nord-irlandais prévoit de maintenir les règles européennes en Irlande du Nord afin de conserver la fluidité des échanges avec la République d'Irlande voisine. Mais cela conduit à la mise en place de contrôles douaniers avec le reste du Royaume-Uni, quelle que soit la destination, Irlande du Nord ou République d'Irlande. On se souvient des images de longues files d'attente de camions à la frontière ou dans les ports. Cette situation provoque de fortes tensions et début avril 2021, de violentes émeutes éclatent dans les quartiers unionistes loyalistes de Belfast notamment. Février 2023, un nouvel accord dit Cadre de Windsor prévoit une nouvelle organisation. Il instaure 2 voies pour les marchandises en provenance de Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord. Une voie verte, les marchandises qui restent en Irlande du Nord ne sont pas contrôlées. Une voie rouge, les marchandises qui ne font que transiter par l'Irlande du Nord à destination de la République d'Irlande et donc de l'Union européenne restent soumises à des contrôles. Il reste maintenant à voir quelles en seront les conséquences. Enfin, depuis février 2024 et la nomination de Michelle O'Neill comme Première ministre, c'est un parti, le Sinn Féin, favorable à la réunification de l'Irlande, qui est au pouvoir. En plus des problèmes territoriaux que l'on vient d'évoquer, la possible désunion vient également du fait que les institutions cimentant les nations, telles celles de l'allégeance à la couronne, s'affaiblissent. Or, elle était un puissant lien entre toutes ces identités. Ainsi, Élisabeth II incarnait la stabilité des institutions. Mais sa disparition, ajoutée à la moindre popularité de Charles III et divers scandales autour de la famille royale, ont posé la question de l'avenir de la monarchie. L'étude de Lord Ashcroft Polls montre que l'institution monarchique ne recueille que 50% d'opinions favorables en 2023. Et si le républicanisme reste minoritaire au Royaume-Uni, il progresse malgré tout depuis une dizaine d'années, sondage après sondage, avec de nettes différences suivant les composantes du Royaume-Uni. Voyons lesquelles. Les Anglais sont les plus attachés à la monarchie, juste devant les Gallois. En Écosse, le républicanisme est particulièrement représenté dans les partis indépendantistes. En Irlande du Nord, les républicains sont plus nombreux que les monarchistes, dans des proportions quasi égales à la répartition entre catholiques et protestants dans la population. Cette même étude montre aussi qu'y compris dans le Commonwealth, ce soutien à la monarchie est très variable.
Le Commonwealth a été mis en avant par les partisans du Brexit afin de justifier que le Royaume-Uni continuerait à garder une forte ouverture internationale grâce aux 56 États qui en sont membres. Pourtant, depuis 2021, la Barbade est devenue une république et l'option républicaine semble aussi davantage séduire que la monarchie dans les îles Salomon, aux Bahamas, en Jamaïque, mais surtout en Australie et au Canada. Une part significative de la population de ces États semble penser que le lien avec la monarchie britannique est un héritage colonial qui n'a plus lieu d'être au XXIe siècle. Voilà pour cette visite du Royaume-Uni désuni sur certains sujets, notamment le lien avec la monarchie britannique, à nuancer cependant car les drames récents vécus par la famille royale, les maladies notamment de Charles III ou de Kate Middleton, réveillent le caractère affectif de cette relation. De même, le parti britannique Republic, qui milite pour un référendum sur l'abolition de la monarchie, ne comptabilise à ce jour que quelques dizaines de milliers de militants. C'est avec lui que nous avons préparé cette émission. Le chercheur Marc Bailoni est notamment l'auteur, avec Delphine Papin, de cet atlas géopolitique du Royaume-Uni. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et puis pensez bien sûr à vous abonner à notre newsletter. À bientôt.